Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu plus en profondeur le fonctionnement, la vie et la mort d'une étoile en fonction des différents types. Notre galaxie contient plus de 200 milliards d'étoiles avec plus de 100 milliards de planètes. À l'intérieur, on va retrouver trois grands types d'étoiles: les naines rouges, les naines jaunes et les étoiles bleues. Mais avant qu'on attaque les différents types d'étoiles et qu'on commence en effet à petit comprendre pourquoi telle étoile est plus grosse qu'une autre, ou alors pourquoi elle est plus dense qu'une autre étoile, on va déjà commencer par poser une base fondamentale qui va être utile pour comprendre tout le reste de la vidéo. Alors, les étoiles naissent généralement toutes, peu importe le type d'étoile, elles naissent toutes dans une nébuleuse. Alors, une nébuleuse, c'est globalement, si vous voulez simplifier les choses, c'est un espèce de gigantesque nuage de gaz, de matière et de poussière. Tout ce que vous voulez en fait, donc c'est un regroupement de matière et qui globalement, on pourrait se poser la question, mais où est-ce qu'il pourrait venir en fait ce nuage de matière? Et bien ça, on va y revenir après. Mais en tout cas, ce nuage de matière, à un moment donné de sa vie, à un moment donné, la matière va en effet se comprimer à son centre et la gravité va en effet prendre le dessus. Ainsi, la gravité, en prenant le dessus sur ce nuage, en effet, toute la matière va en effet se contracter au centre, comme je vous ai dit, et ainsi, la température et la pression vont augmenter, et en augmentant, ce résidu qui est au centre, en gros cette agglomération de matière, va en effet émettre son premier rayonnement. Et c'est ainsi qu'une étoile est née. Mais cependant, cette étoile n'est pas encore stable, car en effet, elle n'est pas assez chaude pour encore faire fusionner l'hydrogène en hélium. Du coup, elle va continuer à se contracter globalement. Après avoir mis son premier rayonnement, elle va continuer à réduire de taille, donc elle va se comprimer, jusqu'à atteindre les 10 millions de degrés. Et en atteignant cette température extrême, ça va permettre justement à la fusion thermonucléaire, donc la fusion de l'hydrogène en hélium, ce qui va créer une seconde force qui va s'opposer à la gravité, et ainsi qui va permettre à l'étoile de gagner en volume et en taille, et ainsi l'étoile va en effet doubler de taille, et ainsi cette force va en effet prendre le dessus sur la gravité, mais ainsi petit à petit se faiblir jusqu'à s'équilibrer avec la gravité, ce qui fait que l'étoile est donc devenue stable. Avec cette force qui va contrebalancer la gravité, ce qui fait que ces deux forces sont égales, l'étoile ne va plus se recomprimer ou alors se regonfler, et donc elle est stable. Mais vous imaginez bien que ce serait beaucoup trop facile, car en effet, en fonction des différents types de nuages et en fonction des différentes tailles de nébuleuses elles-mêmes, il y a différents types d'étoiles et de plusieurs couleurs différentes. Mais ça, on va justement en parler et on va en commencer par le plus petit corps céleste et la plus petite étoile qui existe, et on va commencer par les naines rouges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser vis-à-vis des naines rouges, on pourrait se dire que les naines rouges, elles sont plus petites, donc elles ont moins d'hydrogène, donc elles vont pouvoir vivre peut-être moins longtemps, contrairement à notre Soleil ou alors à Bételgeuse ou Rigel, qui sont des géantes bleues et qui sont des étoiles qui sont peut-être 4 fois voire 5 fois plus grosses que notre étoile, et on peut se dire logiquement que Bételgeuse et Rigel vont vivre plus longtemps que ces petites naines rouges qui sont juste très limité en termes d'hydrogène. Non, c'était sans limiter et c'était sans compter sur le fait que l'hydrogène en effet va se consommer à une vitesse différente en fonction des différentes étoiles. Notamment pour les naines rouges, elles vont consommer extrêmement lentement leur carburant. Ce qui fait que à cette vitesse-là, les étoiles pourront ainsi vivre pendant des centaines voire des dizaines de milliards d'années. Contrairement à Rigel ou Bételgeuse qui demandent beaucoup de ressources pour faire fonctionner leur cœur, donc le centre de l'étoile. Et donc, elles vont du coup s'épuiser plus rapidement et donc mourir plus rapidement qu'une naine rouge ou alors notre Soleil. Mais donc,
malgré que elles vont vivre certes plus longtemps, nos naines rouges, cependant, quand tout cet hydrogène sera consommé après des dizaines de milliards d'années d'existence, l'étoile va en effet se recomprimer vu que la force dont je vous parlais avant, elle a disparu, vu qu'il n'y a plus de réaction thermonucléaire, et donc la gravité va en effet reprendre le dessus sur l'étoile, et donc l'étoile va en effet se recomprimer, mais cependant, il est possible en effet qu'une étoile puisse en effet faire fusionner son hydrogène, enfin son hélium, en carbone, mais cependant, pour ce type d'étoile, ce n'est quasiment impossible car en effet, en se comprimant, elle ne va pas du tout réussir elle ne va pas du tout atteindre ce palier de fusion de hélium vers carbone, mais elle va directement s'effondrer en naine blanche qui est globalement un cadavre d'étoile. En gros, c'est un peu le résidu, c'est comme des cendres si vous voulez. Et donc, ces cendres, en gros, c'est la naine blanche qui ensuite deviendra plus tard une naine noire en se noircissant. Bon, à ce stade-là, on est plutôt d'accord que la mort d'une étoile, enfin en tout cas d'une naine rouge, c'est plutôt calme, parce qu'en effet, vous allez voir que plus on monte en termes de taille d'étoile et en termes de volume et de densité, plus la mort va être, on va dire, impressionnante. Et c'est ce qu'on voit notamment avec notre Soleil, donc les naines jaunes. Maintenant, attaquons le prochain type d'étoiles qui sont les naines jaunes et dont notre Soleil en fait partie de cette catégorie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, la naissance ainsi que le fonctionnement d'une étoile, c'est quasiment la même chose, c'est juste que l'étoile est un peu plus volumineuse et comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va vivre beaucoup moins que par exemple une naine rouge. Donc elle va vivre environ, une naine rouge en généralité, ça vit entre 10 voire 11 milliards d'années et du coup notre Soleil est à environ 5 milliards d'années, donc à la moitié de sa vie. Et en effet, après ces 5 milliards d'années, et encore si on sera en vie après ces 5 milliards d'années, ou alors si l'univers se sera déjà éteint avant, on ne sait pas, mais si c'est le cas, la réaction thermonucléaire va en effet s'estomper, la gravité va en effet reprendre le dessus, comme pour les naines rouges, et ainsi la température, le Soleil va atteindre ce palier de fusion et ainsi va faire fusionner son hélium en carbone. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que non seulement, en créant et en faisant cette fusion, le Soleil va en effet créer une fusion et une force encore plus démentielle qu'elle n'avait avant. Du coup, ce qui va faire gonfler l'étoile et la gravité ne va pouvoir plus rien faire. Et ainsi, en gonflant, dans le cas de notre Soleil et donc dans notre système solaire, si l'étoile se mettait à gonfler et ainsi se devenir ce que je vais appeler une géante rouge, le Soleil va en effet englober Mercure, Vénus, la Terre et peut-être Mars. Mais bon, on a encore 5 milliards d'années devant nous. Et donc après, une fois que notre Soleil sera donc transformé en géante rouge, le Soleil va en effet se disloquer, voire peut-être même exploser, et ainsi, il ne va rester en son centre, comme pour les naines rouges, une naine blanche qui va devenir ensuite une naine noire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les géantes bleues, ça ne fait pas exception aux naines jaunes et aux naines rouges. Donc en soi, la formation, ainsi que la vie, ainsi que tous les paramètres dont je vous ai parlé avant, on va les retrouver dans cette étoile qui, bien sûr, dans ce type d'étoiles qui sont bien sûr beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus rares et qui constituent très peu notre galaxie. Et donc, lorsque la réaction thermonucléaire va en effet prendre fin à cause du manque de carburant, l'étoile va en effet s'effondrer sur elle-même, mais cependant, après la fusion de l'hydrogène en hélium, et ensuite elle va fusionner l'hélium en carbone. Et après le
carbone va aussi fusionner en d'autres matériaux qui vont être de plus en plus lourds. Et donc l'étoile va en effet se comprimer et ainsi devenir de plus en plus chaude. Et ainsi, après un moment donné, elle va se transformer en une géante rouge. Et ainsi, en se transformant en une géante rouge, ainsi, elle va commencer à produire du fer. Et lorsqu'elle commence à produire du fer, autant dire que là, c'est clairement la fin de l'étoile. Car en effet, en produisant du fer, le cœur de l'étoile, donc le noyau, n'arrive plus du tout à supporter la charge et donc il va commencer à s'effondrer sur lui-même sans que rien, ni même la gravité ou genre la force interne qui permettait de retenir l'étoile ne puisse arrêter cet effondrement. Les protons qui constituent en effet les atomes de ce noyau vont en effet commencer à se fusionner entre eux, ce qui va donner des neutrons. Du coup, l'étoile et du coup le centre de l'étoile en effet se constitue que de neutrons. Et vous imaginez bien qu'en s'effondrant, les atomes vont en effet petit à petit se rapprocher jusqu'à ce que les neutrons se percutent, ce qui va en effet créer une onde de choc qui va traverser toutes les couches de l'étoile et ainsi toutes ces couches externes vont être expulsées dans une grande explosion appelée supernova. Et ainsi, en son centre, il ne reste plus qu'une étoile, un résidu, mais qui est beaucoup plus intéressant qu'une naine blanche comme on a vu pour les naines rouges et les naines jaunes, mais c'est une étoile à neutrons. Et cette étoile est en effet un peu particulière puisque c'est le noyau de la géante bleue, mais c'est surtout une étoile uniquement que constituée de neutrons. Et donc, cette étoile, elle va pouvoir ainsi se décliner en plusieurs types, comme par exemple les pulsars, qui sont en effet des étoiles à neutrons, mais qui tombent extrêmement vite sur elles-mêmes, donnant naissance parfois à des champs magnétiques extrêmement puissants, et on appelle ça aussi des magnétars. Et bien sûr, toutes les couches externes, toute cette matière, va donner naissance en fait à une nébuleuse. Ce qui fait que après, cette nébuleuse, elle va pouvoir ainsi se recomprimer sur elle-même, donner naissance à une autre étoile, et ainsi, tout le schéma va se répéter, ça va se remourir, ensuite après, ça va donner naissance à une autre nébuleuse, etc. etc. Bref, en tout cas, l'histoire continue, et c'est ainsi un cercle vicieux qui en effet dure en effet depuis les premiers temps et depuis l'âge de l'univers. Et ainsi, il faut savoir que si ça se trouve, notre Soleil, qui est actuellement encore en vie, dont il lui reste 5 milliards d'années, ça se trouve peut-être que les atomes qui le constituent, peut-être que ces atomes et toutes ces particules viennent en fait peut-être d'autres étoiles qui sont peut-être plus antérieures au Soleil, mais dont les molécules sont également les mêmes, puisque c'est parfois le même nuage, donc parfois tout est lié. Mais bien sûr, vous imaginez bien que malgré les géants bleus, il existe des types d'étoiles encore plus grosses, dont on n'a pas de nom, c'est juste des géants bleus encore plus massives qu'est-ce qu'elles ne sont déjà. Il se peut que le schéma que le cœur s'effondre, en effet, il se peut qu'à un moment donné, au lieu de laisser place à une étoile à neutrons, à la place, on ait un autre astre, encore plus mystérieux que l'étoile à neutrons, un astre qui en effet constitué de matière extrêmement comprimée, encore plus comprimée et plus compacte qu'une étoile à neutrons. Je veux bien sûr parler des trous noirs. En clair, les trous noirs, ce sont des astres qui c'est globalement de la matière comprimée, c'est un résidu d'étoile et ça aspire tout ce qu'il y a autour de lui, accepter que ça dépasse l'horizon des événements, qui est globalement le bord du trou noir. Enfin bref, je pense que j'ai assez détaillé les trous noirs, mais j'ai déjà fait une vidéo excellente à ce sujet, qui date un peu, mais bon, si vous avez envie que je vous fasse peut-être à un moment donné une mise à jour, dites-le moi en commentaire si vous en avez envie. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode prendra fin et je suis désolé pour le retard accumulé à tout ce qui s'est passé. En effet, je vous avais dit que je devais faire des vidéos pour ces vacances, mais je pense honnêtement que je ne vais plus promettre quoi que ce soit puisque je n'arrive jamais à tenir ce que je suis censé tenir. Donc à chaque fois, je me retrouve à chaque fois à me dire c'est pas fait. Du coup, les vidéos sortiront quand elles doivent sortir. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Allez, ciao!